Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler d'un modèle en particulier, mais plutôt de rétroviseurs particuliers. S'il y a des fétichistes des rétros qui regardent cette vidéo, vous allez être servis, car nous allons parler des plus beaux et des plus célèbres rétroviseurs au monde, rien que ça. En effet, la Citroën CX Phase 2 les inaugura et ne s'attendait certainement pas à ce qu'ils équipent un nombre incalculable de voitures ensuite et pendant bien longtemps. On le sait, la carrière de la CX a été anormalement longue, davantage en raison de contraintes budgétaires que d'une stratégie réfléchie. Apparue tardivement dans l'histoire du modèle, sa seconde phase a été la moins produite de la série et près de 40 ans après son apparition, son design continue de diviser les amateurs. Les puristes préfèrent en effet le style originel et plus dépouillé de la CX Phase 1, mais la Phase 2, dont certains détails esthétiques n'ont pas forcément bien vieilli, présente toutefois une particularité méconnue, ces rétroviseurs extérieurs qui survivront de longues années à celle qui les inaugura. Ainsi, ces accessoires conçus et dessinés pour une grande routière généraliste ont poursuivi leur improbable destinée en accompagnant des voitures aussi différentes qu'inattendues, dont voici l'histoire. Revenons d'abord au début de l'été 1985, quand Citroën présente la CX Série 2. À ce moment-là, l'auto est déjà âgée de 10 ans, ce qui signifie que dans le cadre d'un cycle de vie normal, elle aurait déjà dû être remplacée. Toutefois, depuis la naissance de la CX en août 1974, la firme au chevron a connu une destinée pour le moins mouvementée. En effet, la prise de contrôle par Peugeot a engendré une douloureuse remise à plat de toute la stratégie Citroën, et dans un contexte marqué à la fois par un vieillissement préoccupant de la gamme et par 2 chocs pétroliers successifs, les études relatives pour concevoir la descendance de la CX n'étaient vraiment pas prioritaires. Elles n'ont en effet véritablement débuté qu'en 1984, après le lancement de la BX qui était vital pour Citroën, et la mise en chantier de la X. Le restylage de la CX n'a donc qu'un seul but, il s'agit de maintenir le modèle à flot en lui permettant de résister, autant que faire se peut, à des rivales bien plus jeunes, telles que la Renault 25, l'Audi 100 C3 ou la Mercedes W124, en attendant que se concrétise le projet Y30, c'est-à-dire la future XM. Comme sans doute, le budget alloué à l'opération n'est pas stratosphérique, mais Citroën a tout de même entièrement revisité l'habitacle avec notamment un tableau de bord inédit. En revanche, à l'extérieur, les stylistes ont soigneusement veillé à ne modifier aucune pièce de tôlerie par économie, tablant essentiellement sur les imposants boucliers en plastique pour rajeunir à peu de frais la physionomie de la CX. Et puis bien sûr, il y a les nouveaux rétroviseurs. Évidemment, au beau milieu de cette orgie de plastique, les designers ne pouvaient décemment pas conserver les charmants petits rétroviseurs chromés de la CX de première série. Et il faut en convenir, ils ne se sont pas loupés. Les nouveaux rétroviseurs de la grande Citroën constituent sans doute l'aspect le plus réussi du restylage. Ce sont tout simplement de belles pièces, des objets façonnés par le vent que l'on retrouvera très opportunément sur le concept car Éole, exposé au Salon de Genève en 1986, et dont l'étude aérodynamique a manifestement fait l'objet de beaucoup de soins. La modernité de ces rétros ne fait aucun doute, à tel point d'ailleurs qu'ils semblent en décalage avec la ligne de la voiture, qui en revanche a pris un petit coup de vieux par rapport à la concurrence, mais leurs concepteurs sont sans doute loin d'imaginer que leur création sera encore utilisée près de 20 ans plus tard, car contre toute attente, les rétros de la CX ne sont pas morts avec elle en 1991. C'est bien connu, les artisans et petits constructeurs ont souvent recours à des éléments de grande série, de nature et d'origine très diverses pour équiper leur création. Il peut s'agir de composants essentiels comme les moteurs, les boîtes de vitesse ou les liaisons au sol, ou bien secondaires tels que les pièces d'accastillage et les accessoires. L'intérêt de la démarche est évident. Pour une firme aux moyens modestes, il est moins cher de se procurer des pièces préexistantes plutôt que de développer des composants inédits. Or, la plupart de ces petits constructeurs se consacrent à la production de voitures de sport ou de grand tourisme, et il arrive fréquemment que l'on retrouve, sur des sportives au blason parfois très réputé, des phares, des poignées de portière ou des commodos issus de la grande série et le plus souvent destinés au préalable à des voitures beaucoup plus populaires.
Ainsi, la Lotus Esprit de seconde génération, modernisée en 1987 par les soins du styliste Peter Stevens, fut le premier modèle un peu marginal équipé des rétroviseurs de notre vaillante CX, qu'elle conserva d'ailleurs jusqu'à sa disparition en 2004. Sa sœur, l'Excel, fit de même de 1989 à 1992, et à la même époque, Aston Martin se décide enfin à envoyer sa V8 à la retraite et la nouvelle Virage, présentée au salon de Birmingham en 1988, s'en dota elle aussi, et par la suite la plus accessible DB7 de 1994 fit de même. Toujours en Angleterre, TVR se jeta aussi sur les rétroviseurs de la CX et en fit un usage immodéré puisqu'on les retrouva sur les Griffith, Chimera, S3 et S4. De son côté et de façon plus confidentielle, la petite officine Marcos y eut elle aussi recours pour ses Mantis et Mantara. Mais c'est bien entendu sur la fantasmatique Jaguar XJ220 que le travail des designers Citroën fut célébré avec le plus d'éclat, la caractérielle mais attachante supercar de Bronstein ayant revendiqué pour un temps le titre envié de voiture la plus rapide du monde. Peut-on dire que les rétroviseurs de la CX y sont pour quelque chose ? Eh bien pourquoi pas ? Il faut reconnaître que les rétroviseurs issus de la CX vont admirablement bien à la XJ220. On pourrait aisément croire qu'ils ont été conçus pour elle. En France, en revanche, l'engouement aura été moindre. Il est vrai que la stupidité chronique de la réglementation française a admirablement réussi à décourager bien des artisans et petits constructeurs. Cela rend d'autant plus méritoire les tentatives de Venturi, puis de Mega, qui, avec l'extraordinaire Track, puis le prototype Monte Carlo, choisirent à leur tour d'assurer la rétrovision extérieure de leurs autos à l'aide des mêmes pièces. Et puis, en 1995, quand Renault Sport dévoila son Speeder, les connaisseurs purent reconnaître une fois encore les éternels rétro Citroën perchés sur les portières en élytre d'un engin qui aurait dû s'appeler Alpine. D'ailleurs, un clin d'œil involontaire sans doute au dernier A110 qui était équipé de clignotants issus de la Diane. Alors, outre les rétroviseurs de la CX, ceux de la Pontiac Firebird 3 ne méritent-ils pas eux aussi une place dans la catégorie des plus beaux rétros du monde ? Voilà une question qu'on ne se pose pas tous les jours. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo récréative vous aura plu et dites-moi dans les commentaires quelle est la voiture qui porte le mieux les rétroviseurs de notre cher Citroën et si vous avez vous aussi en tête des rétroviseurs magnifiques sur une autre voiture. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et cette fois-ci, je serai enfin de retour. Ciao!